All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. La présidente, bienvenue de nouveau. Nous allons maintenant écouter le Conseil public pour les victimes. 15 minutes, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, le représentant des victimes a utilisé 65 minutes. Et si j'ai besoin de plus de minutes que 15, est-ce que vous me l'accorderiez? La juge présidente, nous préférerions que vous vous limitiez au temps qui vous a été accordé. Nous pouvons être un peu flexibles, mais essayez de tenir dans les 15 minutes. Maître Soprone, merci. Je parlerai en français. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, pendant mon intervention, je vais aborder deux thèmes. Premièrement, pour des raisons de la publicité, je vais donner un résumé de mes soumissions écrites s'agissant des types et modalités de réparation que je propose pour les victimes dans cette affaire, avec quelques clarifications relatives à mes propositions. Deuxièmement, je vais aborder brièvement la question relative à l'éligibilité des bénéficiaires potentiels de réparation en tant que victimes directes des crimes autres que le crime de persécution pour lesquels M. Alassane a été reconnu coupable. S'agissant de mon premier thème, je représente quatre individus qui sont en premier lieu victimes du crime sous le chef d'accusation 6, qui est le crime qui porte sur condamnation prononcée et exécution effectuée sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué. Ces victimes ont subi des préjudices profonds et multidimensionnels, à court et à long terme. Ceci inclut des souffrances physiques dues à la détention et, pour certaines, la punition corporelle, un traumatisme psychologique marqué par l'humiliation, l'anxiété et une détresse émotionnelle durable, ainsi que le préjudice matériel, puisque les moyens de subsistance des victimes et leur stabilité familiale ont été perturbés, et puisque certaines de ces victimes ont dû abandonner leur lieu de résidence habituel. Aucune de ces victimes n'a jamais pu retrouver le niveau de vie qu'elle avait avant la commission des crimes qui les ont touchés. Les membres proches des familles de ces victimes ont subi des préjudices psychologiques, mais également le préjudice matériel, puisque plusieurs parmi eux étaient et sont encore et toujours dépendants financièrement des victimes directes. Donc les quatre victimes que je représente ont demandé que des réparations en leur faveur puissent inclure des mesures de soutien socio-économique, d'un côté un paiement financier pour aborder leurs besoins les plus urgents, ainsi que les besoins des membres proches de leur famille, et de l'autre du soutien pour entamer des activités génératrices du revenu, pour assurer leur bien-être et moyens de subsistance durables. Elle souhaite également que des mesures de réparation appropriées soient accordées pour rétablir, dans la mesure du possible, la structure sociale de la communauté de Tombouctou en tant que telle. Les éléments du dossier démontrent que les autres victimes directes et indirectes des crimes autres que le crime de persécution ont subi des préjudices semblables, tels que décrits ci-dessus. Les victimes du crime de persécution ont subi un traumatisme collectif du seul fait de leur appartenance religieuse,
mais également puisque les structures sociales, religieuses, éducatives et autres de la communauté de Tombouctou ont été affectées de façon significative par les crimes pour lesquels M. Alassane a été reconnu coupable. Le préjudice va au-delà des individus, mais s'étend à la communauté de Tombouctou en tant que telle. La communauté de Tombouctou a subi des préjudices multidimensionnels tels que préjudice communautaire, économique, ainsi que le préjudice transgénérationnel qui est celui qui affecte les générations à venir. Compte tenu des multiples préjudices subis par les victimes et conformément aux souhaits des victimes que je représente, je propose les types et modalités de réparation suivants à être accordés aux victimes dans la présente affaire. Premièrement, je propose une compensation symbolique de montant standard de 600 000 francs ouest africains à être accordée à chaque victime directe des crimes autres que le crime de persécution. Cette compensation permettra d'aborder les besoins les plus urgents des victimes concernées, mais elle est également censée porter ses fruits aux membres proches de famille des victimes directes. Ce montant de compensation a été calculé eu égard à la pratique de la Cour dans les autres affaires, mais également en tenant compte des principes de l'établissement des montants de compensation envisagés par la politique nationale de réparation au Mali. J'insiste que la compensation proposée doit être considérée comme symbolique et doit être complémentée par des mesures de réparation additionnelles. Deuxièmement, je propose des réparations collectives avec des composants individualisés sous forme de mesures de réhabilitation médicale, psychologique et socio-économique à être accordées à toutes les victimes directes et indirectes des crimes autres que les crimes de persécution. Cette proposition est inspirée par la pratique de la Cour dans les affaires Lubanga et Ntaganda. Ces mesures de réparation devraient inclure un soutien socio-économique pour permettre aux victimes d'entamer des activités génératrices du revenu selon les préférences des victimes. Troisièmement, je propose des réparations collectives à base communautaire à être accordées à la communauté de Tombouctou en tant que telle et aux membres de la population de Tombouctou, incluant les victimes du crime de persécution. Cette proposition est inspirée par la pratique récente de la Cour dans l'affaire Ngouben, selon laquelle cette réparation devrait inclure des mesures de réhabilitation collective. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, je propose que des réparations collectives à base communautaire devraient inclure deux volets. Le premier volet sont des mesures de réhabilitation communautaire afin de restaurer, dans la mesure du possible, les structures sociales, religieuses, éducatives et autres de la communauté de Tombouctou. Le deuxième volet sont des mesures de réhabilitation qui devraient viser collectivement des groupes larges de la population. D'un côté, des mesures de réhabilitation psychologique se forment par exemple d'une thérapie psychologique collective. D'autre côté, des mesures de réhabilitation socio-économique qui devraient permettre aux groupes larges de la population d'exercer collectivement des activités génératrices du revenu. Une option pourrait être, par exemple, des associations ou bien des coopératives d'agriculture. Le Fonds Profit de Victimes, qui a l'expertise et l'expérience de travailler surtout au Mali, pourrait peut-être proposer plusieurs projets d'activité
qui serait en mesure d'associer des groupes larges de la population. Cette forme de réhabilitation pourrait inclure également, par exemple, des formations professionnelles. Et bien entendu, qu'aucune des mesures de réhabilitation collective ne saurait être imposée à des membres de la population qui ne souhaiteraient pas en bénéficier. Donc la participation des victimes au projet proposé devra être entièrement volontaire. Quatrièmement, je propose des mesures symboliques ou bien des mesures de satisfaction. Mais de telles mesures ne devraient être conçues qu'en consultation avec les groupes plus larges des victimes, ainsi qu'avec des chefs et notables de la communauté. S'agissant de la possibilité d'expression des excuses par M. Alassane, je ferai quelques observations additionnelles pendant la session questions-réponses. Je pourrais tout de même d'ores et déjà proposer une mesure symbolique avec un effet pratique suggéré par certains de mes clients et qui rentre dans l'objectif de restaurer la cohésion sociale. Il s'agit de la construction d'une ou de plusieurs salles polyvalentes, une salle de réunion qui pourrait rassembler des groupes larges de la population pour, par exemple, suivre des séances de la thérapie collective ou bien de la formation professionnelle ou pour discuter des questions de l'intérêt commun. Je voudrais souligner que les mesures de réparation à être accordées aux victimes dans la présente affaire devraient être discrètes, inclusives et adaptées aux réalités vécues par les personnes concernées, ainsi qu'en tenant dûment compte de la situation sécuritaire dans le pays en général et dans la communauté de Tombouctou en particulier. La mise en œuvre de ces mesures ne doit en aucun cas donner lieu à la stigmatisation des bénéficiaires, ni aux tensions ou jalousies au sein des communautés respectives. J'aborderai certaines questions additionnelles pendant la session questions-réponses. Je passe maintenant à mon deuxième thème. Dans l'une de ces émissions écrites, la défense de M. Alassane argumentait que seulement les victimes spécifiquement citées dans le jugement devraient être considérées pour des besoins de la réparation comme victimes directes des crimes autres que le crime de persécution. Et que le fait de reconnaître pour des besoins de la réparation le statut de victime directe aux autres personnes porterait préjudice à la présomption d'innocence de M. Alassane. Je soumets respectueusement que le nombre des victimes directes des crimes concernés et pour des besoins de la réparation de cette affaire ne devra pas être limité aux victimes spécifiquement citées dans le jugement. Et cela pour des raisons suivantes. Dans la présente affaire, probablement pour des raisons stratégiques, l'accusation a avancé dans le cadre de la présentation de sa cause un certain nombre d'incidents impliquant les victimes, afin de démontrer la responsabilité pénale de M. Alassane pour les crimes autres que les crimes de persécution. La Chambre a reconnu la responsabilité pénale de M. Alassane pour les crimes concernés sur la base de la preuve présentée et notamment eu égard aux incidents avancés par l'accusation. En ce faisant, la Chambre a également déterminé le statut de victime des individus cités par l'accusation sur la base du standard de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Je rappelle que l'article 75 du statut de Rome énonce explicitement le droit des victimes aux réparations pour le préjudice leur causé par les crimes pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable. Le standard de la preuve applicable pour la détermination de l'éligibilité des victimes pour réparation est la prépondérance des probabilités, qui est beaucoup moins élevé que le standard de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Selon ce standard de la preuve,
il ne requiert que de démontrer qu'il est plus probable que non que les personnes concernées a subi préjudice causé par l'un des crimes pour lesquels l'accusé était reconnu coupable. Selon la pratique de la Cour, au cas où la victime n'est pas en mesure d'apporter de preuves documentaires ou autres pendant la procédure de réparation, une déclaration cohérente de cette personne pourrait suffire pour qu'elle puisse être qualifiée pour réparation. Si la thèse avancée par la défense devait être suivie, cela signifierait, premièrement, que le droit des victimes à la réparation, leur énoncé par le statut de Rome, devrait dépendre entièrement de la discrétion ou bien du choix stratégique de l'accusation, d'avancer ou pas dans le cadre de la présentation de sa cause certains incidents impliquant les victimes et de ne pas avancer les autres, ainsi que de son choix stratégique de citer ou pas nommément certaines victimes. Deuxièmement, cela signifierait que l'éligibilité des victimes pour réparation devrait être déterminée dans le cadre du jugement et selon le standard de la preuve le plus élevé, qui est le standard au-delà de tout doute raisonnable. Je soumets respectueusement que cette approche est tout simplement irréconciliable avec la nature même du système de la réparation devant cette Cour, qui prévoit que l'éligibilité des victimes pour réparation doit être déterminée en vertu du standard de la preuve qui est la prépondérance des probabilités. La thèse de la défense apparaît encore plus dénuée de tout fondement à la lumière des considérations de la Chambre contenues dans le jugement relatif au mode de responsabilité pénale de M. Alassane pour la commission des crimes en question. La Chambre a déterminé, au-delà de tout doute raisonnable, le mode de responsabilité pénale de M. Alassane pour les crimes concernés en vertu de l'article 25.3d. Il s'agit du mode de responsabilité sous forme d'une contribution par toute autre manière. Ce type de contribution ne requiert pas de démontrer un niveau ou une manière spécifique de la contribution, contrairement aux exigences contenues, par exemple, au paragraphe A, B et C de cet article. La Chambre a développé en détail la façon de la contribution de M. Alassane pour la commission des crimes en question, eu égard aux éléments suivants. Premièrement, la police islamique a joué un rôle crucial pour assurer la mise en œuvre du système de répression et de punition tel qu'instauré par le groupe Ansar Din Hakim à travers toute la communauté de Tombouctou pendant la période entre avril 2012 et fin janvier 2013. Deuxièmement, M. Alassane n'a pas occupé une position secondaire, mais au contraire joue un rôle crucial et important au sein de la police islamique et au sein du groupe Ansar Din Hakim en général. M. Alassane était l'un des leaders de la police islamique. Il avait un rôle important dans la mise en œuvre du système de répression établi par le groupe Ansar Din Hakim, par lequel des membres des institutions différentes ont commis les crimes. Je comprends que j'ai dépassé déjà le... Oui. Ouais. Est-ce que je peux avoir 2 minutes pour conclure? 2 minutes seulement. Ok, parfait. Merci, Madame la Merci. Présidente. Donc, je ne vais pas citer les autres exemples puisqu'ils sont dans le jugement et aussi dans le jugement sur la peine. Donc, à la lumière de considérations de la Chambre contenues au jugement de la peine, il est pareil que les mesures de répression de punition ont été mises en œuvre à l'échelle élargie et systématique à travers la communauté de Tombouctou pendant une période étendue qui est de 9 mois. Selon les estimations fournies par le Fonds de profit de victimes,
Plus de 1210 personnes ont été condamnées sans jugement prononcé par un tribunal régulièrement. Plus de 7500 personnes ont été détenues et plus de 9000 ont subi des punitions corporelles. En conséquence, en vertu du standard de la preuve qui est applicable à ce stade et qui est la prépondérance des probabilités, il est plus probable que non, qu'un nombre beaucoup plus élevé des victimes que celles citées dans le jugement ont subi directement des préjudices causés par les crimes autres que les crimes de persécution, et donc leur éligibilité pour réparation devra être évaluée en vertu du standard applicable à ce stade et conformément aux critères d'éligibilité qui devraient être établis par la Chambre. Pour conclure, s'agissant de l'argument de la défense que le nom plus important, la reconnaissance d'un nom plus important des victimes directes des crimes autres que persécution à ce stade-là pourrait porter préjudice à M. Alassane, je rappelle que la responsabilité pénale de M. Alassane a été déjà déterminée de façon définitive, la peine a été fixée de façon définitive et la réparation devant cette Cour n'a aucun effet punitif pour les personnes reconnues coupables. Le seul objectif de cette procédure, c'est de permettre aux victimes d'obtenir des réparations dans la mesure du possible pour le préjudice qu'ils ont subi. Donc, en conclusion, je demande respectueusement à la Chambre d'écarter cette approche de la défense et puisque si cette approche est suivie dans cette affaire, cela pourrait constituer un précédent extrêmement dangereux pour l'avenir avec des effets néfastes pour tout le système de la réparation devant cette Cour. Je vous remercie. Merci. Maintenant, Monsieur Duterte, pour la procureure. Je vous remercie, Madame la Présidente. Si je peux me permettre, je vais essayer de récupérer le pupitre de mon excellent confrère. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Juge, merci Monsieur le Juge. J'essaierai de tenir le temps qui m'est imparti et de rester plutôt autour de 10 minutes qu'un quart d'heure. Il n'est pas coutume que l'accusation soit souvent impliquée dans la phase de réparation de la CPI. Et la Chambre de première instance 2 a jugé dans l'affaire Ntaganda que l'accusation n'est pas une partie dans la phase de réparation. Cela concerne en effet au premier chef les victimes. Et aussi bien l'accusation remercie la Chambre d'avoir eu l'obligeance de la convier aujourd'hui à la présente audience. Permettez-moi de faire le focus, d'insister sur quelques points simplement. À commencer par les femmes et les jeunes filles de Tombouctou, dont le courage lors de la manifestation d'octobre 2012 n'est plus à démontrer et force le respect. Monsieur Alassane, ici présent, a été reconnu coupable d'avoir directement participé à la mise en œuvre de la politique de persécution diligentée par Ansar Dine et Haqqani et d'avoir contribué quotidiennement à la campagne menée par Ansar Dine et Haqqani visant la population civile pour des raisons religieuses. Et je ne vais pas répéter la liste que mon collègue précédent avait commencé à énumérer. Et force est de constater que les femmes et les jeunes filles ont particulièrement été touchées par cette persécution religieuse. Dans le jugement de condamnation,
la Chambre a relevé au paragraphe 1570, je cite en anglais, Specific rules and Des règles spécifiques et des interdictions imposées aux femmes et leur mise en œuvre ont eu un impact majeur sur tous les aspects de la vie des femmes à Tombouctou. En effet, les femmes avaient peur de sortir et ont drastiquement réduit leurs activités à l'extérieur de la maison. Fin de citation. De manière similaire, dans le jugement sur la peine au paragraphe 74, la Chambre a également pris soin de préciser, et je cite à nouveau en anglais, ouvrez les guillemets, Les restrictions imposées, en particulier sur des vêtements appropriés et l'occupation de l'espace public, ont été mises en œuvre de telle manière qu'elles ont eu un impact spécifique et disproportionné sur les membres féminines de la population de Tombouctou qui, dans les circonstances en vigueur, étaient en position de vulnérabilité intense. Fin de citation. L'accusation note aussi la composante genrée du préjudice découlant pour les femmes d'autres crimes ou des circonstances sous-jacentes à d'autres crimes pour lesquels M. Alassane a été condamné. Je fais par exemple allusion au cas de flagellation pour adultère ou entre autres à un certain nombre de décisions ou mesures prononcées en matière maritale, comme par exemple pour une supposée insubordination. Et je dois dire que l'impact de la persécution d'Ansardine et d'Acmi pour des raisons religieuses sur les femmes n'est pas une coïncidence. Quand on cherche à dominer une population, à l'assujettir, un moyen classique est de s'en prendre aux femmes, ce qui a moyen de toucher par ricochet les hommes et la société entière. Et permettez-moi de rappeler juste un élément de preuve pour illustrer cela. Dans la vidéo MLI OTP 0011 0376 aux lignes 97 à 100 du transcript correspondant, un Tombouctien disait dans les termes suivants, je cite, « On n'avait plus de dignité. Nos dignités sont vendues parce que quand on frappe ta femme devant toi, on frappe ta sœur devant toi, tu peux rien dire, on frappe ta propre maman devant toi, tu peux pas parler, c'est que tu n'as plus de dignité. » Au total et en tout état de cause, l'accusation soumet que la Chambre doit adopter une approche inclusive en matière de genre et promouvoir une parité de genre dans tous les aspects de la réparation. Et j'imagine que la défense ne voit pas d'obstacle à une telle approche. Et car en réparant le dommage subi par les femmes, en leur restituant en partie leur dignité, on restitue en partie la dignité de toute la population. Ce mot de dignité, je l'ai entendu dans la bouche de Maître Doumbia. Et au-delà des aspects pécuniaires, matériels, cette dimension morale a toute sa valeur. Je passe
à mon deuxième point, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. C'est la question du nombre de victimes. Et la Chambre a jugé dans le jugement sur la peine au paragraphe 74 je cite en anglais, Ansardine Acme a ciblé non seulement les membres de la population qui s'y opposaient, mais aussi tous les membres de la population qui se voyaient contraints de se conformer aux règles et aux interdictions. The number of victims. Le nombre de victimes du crime de persécution est donc très élevé. Toute la population de la ville de Tombouctou a été prise pour cible et a fait l'objet d'une privation de ses droits fondamentaux. Et à cet égard, l'accusation souhaite souligner que il faut aussi prendre en compte les membres de la population qui ont fui Tombouctou pour échapper à la persécution religieuse menée par Ansardine et Acme. Car toutes ces personnes ont subi un préjudice matériel et moral en quittant la ville, évidemment. Et un témoin, vous pouvez le lire dans nos écritures, a estimé à 30% de la population de Tombouctou le nombre de personnes, d'habitants qui ont fui la ville. Le troisième point que l'accusation souhaite soulever est l'âge des victimes, conformément à l'article 68, de même que le préjudice lié à l'âge des victimes et leurs besoins, conformément à la règle 86. Je pense à telle personne âgée, victime d'un membre d'Ansardine et d'Acme. Je pense aussi par exemple à P-0565, qui avait environ 14 ans lorsqu'elle a reçu 100 coups de fouet à Tombouctou en 2012, devant une foule réunie. De sorte que, dans son programme de réparation, votre Chambre devrait notamment prendre en compte les besoins particuliers des victimes qui étaient enfants à l'époque des crimes, en gardant à l'esprit tout effet à long terme que ces crimes ont pu avoir sur leur développement. La réparation pour les victimes mineures doit ainsi en particulier couvrir les pertes de chance pour le futur qu'ils ont pu subir. Et les réparations devraient aussi comprendre des mesures pour prévenir l'ostracisme et la discrimination contre les enfants, de même que promouvoir leur réintégration dans la société. Deux derniers points rapidement, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge. C'est la définition du concept de préjudice qui doit être interprété de façon large. Le préjudice peut être matériel, physico-moral. Il ne doit pas nécessairement être direct. Il peut y avoir des victimes indirectes pour autant que le préjudice leur soit personnel. Point 2. Dans ce contexte, il convient de souligner que le genre de crime pour lesquels M. Alassane a été condamné a des effets parfois transgénérationnels, et je fais écho à ce que notre confrère de l'Office public des victimes a développé précédemment. Les traces de coups de fouet ne disparaissent pas sur un père ou une mère. Les enfants, les petits-enfants les voient. Ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne les voyaient pas. Il faut tenir compte de ce facteur qui est très important. Et tout programme de la Chambre devra le fracturer, nous le soumettons.
Dernier point, et je me permets d'insister, en dehors des personnes physiques, il y a également des entités qui ont été impactées par le crime de persécution. Je pense aux écoles qui ont été fermées ou forcées d'appliquer les vues religieuses dans Sardine et d'Acmi. Un témoin a pu évoquer le chiffre de 150 écoles fermées qui ne pouvaient pas mettre en place les conditions imposées par ces groupes. Et là également, il y a des effets à long terme, naturellement, notamment sur l'éducation des enfants qui ont été touchés. Pour finir, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, la réparation dans l'affaire Almadi est bientôt achevée. Grâce à l'action conjuguée de la Chambre concernée et notamment des LRV et du Trust Fund. Le chantier s'ouvre maintenant dans l'affaire Alassane et l'expérience accumulée notamment par les représentants légaux des victimes ou le Trust Fund qui ont l'habitude du terrain, de la réalité de Tombouctou et des questions de sécurité. J'insiste beaucoup là-dessus et je ne vais pas aller dans le détail, mais elles sont majeures, sera sans doute très précieuse à votre Chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Duterte. And now we will hear from the... Prendrons à présent les observations des représentants du Fonds au profit des victimes. Vous disposez de 30 minutes. Allez-y. Microphone, s'il vous plaît. Can you try? La présidente, veuillez réessayer, s'il vous plaît. Perhaps La juge présidente, peut-être pourriez-vous utiliser le pupitre derrière vous le temps qu'on règle ce problème technique. Merci beaucoup, Madame Verduzco. Thank you. Good morning. Madame Verduzco, merci, bonjour. La juge présidente, bonjour à vous. Allez-y. Madame Verduzco, Madame la présidente, Madame, Monsieur les juges, je voudrais qu'il soit inscrit au compte-rendu que la composition de notre équipe a changé pendant la pause et que je suis maintenant présente dans la salle d'audience. Je m'appelle Deborah Ruiz Verduzco, je suis directrice exécutive et je suis accompagnée de Madame Vina Suresh, qui est juriste adjointe. Le Fonds au profit des victimes est honoré d'avoir l'occasion de s'adresser à la Chambre à ce stade critique de cette procédure afin de présenter une série d'observations. Ces observations orales complètent nos observations écrites. Dans nos observations orales, je vais couvrir 4 parties. Premièrement, je ferai des observations sur l'état d'avancement de la procédure, sur le principe
relatifs aux réparations ainsi que le coût des réparations et les considérations relatives à l'opérationnalisation et à la faisabilité. S'agissant des coûts, en abordant ce sujet, le Fonds au profit des victimes doit se rappeler de l'état actuel de la procédure. Il s'agit de l'étape de la procédure judiciaire de réparation qui aboutira sur la délivrance d'une ordonnance portant réparation. Par conséquent, nous devons tenir compte de ce qui a été détruit par les crimes commis pour lesquels M. Alassane a été condamné, ainsi que ce qu'il faudra réparer. Et il y a aussi la question des coûts. Évidemment, nous entrons nécessairement dans un processus de négociation parce que le Fonds au profit des victimes est obligé, vous aussi, devons composer avec la tension entre le principe de ce que c'est et la réalité de ce que cela pourrait être. Il faut donc mettre en balance la faisabilité et les objectifs. Cela étant, au fin de cette approche, le Fonds au profit des victimes part du principe que si nous gardons à l'esprit le stade auquel nous sommes, il n'est pas nécessaire de se lancer dans cette démarche de négociation. À l'état actuel, l'ordonnance portant réparation devrait reconnaître les préjudices subis par les victimes et tenir compte de la culpabilité de l'accusé s'agissant de ces crimes. À l'avenir, lorsque l'ordonnance sera rendue, donc au stade ultérieur, la phase de mise en œuvre commencera et des considérations pratiques pourront alors renseigner et éclairer nos décisions futures. S'agissant des coûts maintenant, bien entendu, préparer un calcul estimatif se fonde sur un certain nombre de postulats relatifs à des questions qui n'ont pas encore été tranchées dans l'ordonnance et dans la phase de mise en œuvre. C'est-à-dire que les juges doivent définir l'étendue du préjudice, les mesures ordonnées et les critères, ainsi que le nombre final ou estimé des victimes pouvant prétendre à des réparations. En outre, certains coûts peuvent être déterminés par des évaluations individuelles et spécialisées des victimes elles-mêmes en fonction de leurs conditions. Par exemple, des évaluations médicales, un plan de traitement qui déterminera la portée d'une intervention médicale et qui se traduira ou qui entraînera des coûts différents. Afin de procéder à cet exercice d'une manière significative et utile, vu le stade où nous en sommes, le Fonds s'est efforcé de se pencher sur certains postulats, certaines hypothèses explicites permettant à la Chambre d'ajuster ses calculs et vous permettre d'apporter les touches finales, surtout si nos hypothèses changent radicalement. Mes relevés reflètent des montants estimatifs. Si la Chambre de première instance l'exige, des calculs détaillés qui ont conduit à ces sommes peuvent être communiqués par écrit. Les principales hypothèses sont les suivantes. Sur la base des informations obtenues par le Fonds au profit des victimes, auprès des parties prenantes et auprès d'un échantillon représentatif des victimes, que nous avons appelé l'étude sur les voix des victimes de 2020, les préjudices subis par la communauté, par des groupes spécifiques au sein de la communauté, affectés particulièrement, et par le nombre d'individus membres de cette communauté. S'agissant des coûts, donc, nous allons d'abord évaluer le coût relatif à des mesures visant la communauté, qui est une catégorie de victimes à part entière. Le crime de persécution a eu un impact sur l'ensemble de la population à titre collectif et communautaire. La Chambre l'a reconnu dans sa décision du 26 juin 2024. Les préjudices peuvent être moral, psychologique, religieux et économique. Le Fonds a recueilli des informations sur certaines mesures proposées par les membres de la communauté et
C'est ce qui a présidé à la préparation des coûts estimatifs. En ce qui concerne les mesures symboliques, commémoratives et de satisfaction communautaire, la communauté nous a donné quelques idées, notamment l'inscription de Maoulid sur la liste du patrimoine national et mondial, les initiatives de commémoration et des programmes éducatifs. Le coût estimé pour ces mesures est d'environ 1,1 million d'euros. Ce calcul comprend 6 mesures symboliques d'une valeur se situant dans une fourchette entre 90 000 et 200 000 euros chacune. En ce qui concerne les mesures de réhabilitation socio-économique communautaire, le Fonds Profit des Victimes s'appuie sur l'approche communautaire suivie dans le programme Al-Mahdi, qui comprend la sélection, l'accompagnement et le financement de micro-projets et de projets micro et macroéconomiques. Ces projets sont estimés à 300 000 euros et 30 000 euros respectivement. La mise en œuvre de 4 macro-projets et de 80 micro-projets mettant l'accent sur les communautés affectées, comme les minorités chrétiennes, certaines professions qui ont été interdites ou restreintes pendant l'occupation, ou alors des individus qui ont vu leur liberté fondamentale bafouée ou qui ont dû fuir Tombouctou, eh bien, le montant nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures au niveau communautaire s'élèverait à quelques 4 millions d'euros. Enfin, en ce qui concerne la nécessité d'une réadaptation psychologique, le Fonds reconnaît que des interventions sont nécessaires dans l'ensemble de la communauté. Dans le cadre du programme Al-Mahdi, le Fonds Profit des Victimes a mis en œuvre des approches communautaires, des interventions psychosociales. Si nous voulons toucher environ 10 000 individus, eh bien cela coûterait environ 1,2 million d'euros. Ces coûts s'élèveraient dans leur totalité à 6,3 millions d'euros à peu près, y compris des coûts qui ont été détaillés et compris dans la catégorie C dans notre écriture. À titre individuel, Mesdames, Messieurs le juge, les dommages causés par les crimes ont été subis par des personnes à titre individuel. La question dès lors est de savoir combien de personnes ont subi des préjudices. Dans notre étude, nous avons relevé le fait que plus de 9 000 personnes, 9 453 précisément, ont souffert gravement, 8 849 personnes modérément et 9 553 personnes légèrement blessées. Il y a aussi des chiffres similaires pour ce qui concerne les personnes gravement touchées sur le plan économique, modérément et légèrement, à titre individuel. Si des mesures médicales ou psychologiques individuelles étaient mises en œuvre, le Fonds Profit des Victimes estime le coût pour les soins de base se situerait entre 150 euros au minimum et 6 000 euros pour les soins majeurs. Si vous voulez faire un calcul global pour obtenir un montant total, mais nous estimons pour notre part qu'à peine 10% de ceux qui ont été touchés gravement en souffrent de dommages aigus persistants. Donc ce serait une autre approche que la Chambre pourrait envisager pour proposer des mesures individuelles. En ce qui concerne les mesures socio-économiques, le Fonds au profit des victimes fait référence à des programmes mis en œuvre ailleurs où les personnes ont reçu à titre individuel entre 350 et 850 euros en plus d'une formation. Compte tenu de ces coûts, il y a une variation entre les coûts des mesures à titre individuel et cette variation se situe entre 21,3 millions d'euros ou 3,9 millions d'euros
si seules les personnes souffrant de dommages aigus persistants sont prises en compte, c'est-à-dire 10% de la population totale. En ce qui concerne les indemnités individuelles et collectives, cette question n'a pas été abordée par le Fonds dans ses écritures. Celle-ci peut évidemment être accordée à titre collectif ou individuel en tant que modalité de réparation. Le Fonds au profit des victimes a pris note des observations des parties, des amici curiae et du procureur s'agissant de l'indemnisation et on semble pencher davantage pour cette forme d'indemnité, par exemple sous forme de paiement symbolique. Le Fonds a pris note de ce qui a été proposé aujourd'hui, qui propose de s'inspirer de la politique malienne en matière de réparation pour octroyer un paiement symbolique. Et donc, il y aurait une indemnisation pour les préjudices psychologiques et matériels. Une agence dédiée, l'AGRV, a été créée et en cours d'opérationnalisation dans le but de commencer les réparations de 2026. Les montants d'indemnisation prévus pour cette politique vont d'environ 900 à 5 500 euros pour la réadaptation psychologique et physique et d'environ 300 à 7 300 euros pour la réadaptation économique. Ces montants devraient être extrapolés au nombre de victimes que la Chambre considère comme pouvant prétendre à la réparation. Le Fonds rappelle cependant qu'afin d'imposer une indemnisation en tant que modalité de réparation, d'autres chambres de première instance qui ont établi certaines conditions préalables, notamment une évaluation individualisée des préjudices, pourrait s'avérer nécessaire. Il est important également de considérer que l'application de la politique nationale malienne en matière de réparation relève exclusivement de la compétence des autorités maliennes et qu'en conséquence, il est important de faire référence et de s'appuyer sur cette loi dans le but d'obtenir des estimations pertinentes pour son application dans le contexte de la CPI. D'un point de vue purement pratique, si les victimes devaient recevoir une indemnisation par le biais de la CPI, les autorités maliennes pourraient demander à la Cour de partager des informations sur ces personnes pour qu'il n'y ait pas un double emploi. Et des mesures devront être prises
principes sont essentiels pour le franc profit des victimes et les victimes elles-mêmes. La jurisprudence a déjà existe déjà à cet égard et il découle des différentes affaires devant la Cour. C'est le cadre de référence qui nous permet d'évaluer les objectifs et la réussite de notre mise en œuvre. Ces mesures ont été prises en œuvre, ces critères ont été inclus dans toutes les activités que nous menons et nous souhaitons que la Chambre fasse progresser davantage ces principes à cette occasion. Et nous faisons les propositions suivantes. Premièrement, à l'instar de ce qui a été fait dans l'affaire Taganda, la décision doit tenir compte du genre et être inclusive. Le Fonds profit des victimes propose donc qu'il devrait y avoir une approche similaire à celle suivie dans l'affaire Taganda. La représentation devrait tenir compte des tensions existantes et ne pas les exacerber. Deuxièmement, les réparations participatives. Il est important d'aller au-delà du principe de la consultation, mais d'avoir une approche axée sur les victimes et leur assurant l'accès. Nous pensons qu'une approche participative fait en sorte que les victimes puissent participer à l'élaboration, à l'évaluation et les consultations relatives à la manière dont les réparations sont mises en œuvre. Enfin, le principe de hiérarchisation des priorités. Nous faisons référence au paragraphe 129 de notre écriture qui parle de la nécessité de permettre l'adaptation de la mise en œuvre aux limitations pratiques et aux besoins de la communauté. Ce qui m'amène maintenant à la question de la mise en œuvre et des questions auxquelles nous serions éventuellement confrontés. À cet égard, je souhaite faire brièvement référence à des facteurs importants qui sont essentiels, mais qui ne sont pas forcément pertinents à ce stade de la délivrance de l'ordonnance portant réparation. Premièrement, les éléments essentiels de l'ordonnance doivent être facilement compréhensibles et connus de la communauté, alors que des mesures qui visent spécifiquement les victimes doivent s'accompagner de mesures de confidentialité et d'autres mesures pour protéger les victimes elles-mêmes. Le contexte sécuritaire sera très important. L'affaire Al-Mahdi nous a appris comment nous adapter pour gérer les tensions et avoir accès et améliorer les conditions d'accès. Donc le contexte sécuritaire est éclairé par la coopération que nous avons reçue des autorités maliennes. Le Mali, en tant qu'État partie, a permis la présence physique de la Cour sur son territoire et a coopéré avec le Fonds profit des victimes au chapitre de la mise en œuvre des réparations à l'échelon national et local par le truchement d'un comité de direction qui a été mis sur pied pour superviser la mise en œuvre de ces réparations. Ce qui m'amène au caractère essentiel de la coopération des autorités maliennes pour assurer la réussite des réparations et de l'ordonnance de réparation. Nous avons pu compter sur un engagement constructif et précieux. Il est important d'encourager les autorités maliennes à poursuivre cette coopération. Il est important de reconnaître les progrès réalisés en matière de justice de transition assurée par le gouvernement malien et l'importance de mettre en œuvre tout programme futur de réparation d'une manière qui renforce la confiance de la population envers l'État malien et pour que la mise en œuvre soit développée plus avant. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais souligner le fait que le Fonds profit des victimes serait favorable à toute contribution que M. Alassane pourrait apporter sur le plan financier, pour modeste qu'elle soit, pour participer donc, pour répondre à ses obligations financières au titre de l'ordonnance de réparation. Les évaluations que nous avons effectuées
s'agissant des programmes de réparation, indique que tout geste de la part de la personne condamnée, fût-il symbolique, peut avoir un effet significatif sur la valeur de toute mesure que la Cour pourrait octroyer. Pour les victimes, il est important d'avoir ce genre de mesures. Comme l'indiquent des recherches effectuées par l'Université d'Édimbourg dans son amicus curiae, c'est un effet multiplicateur qui a un impact sur la satisfaction des victimes. Et le fait de présenter des excuses et d'apporter une contribution financière peut avoir un effet réparateur et salutaire. Le fonds au profit des victimes escompte la finalisation de cette phase des réparations, mais dans l'intervalle, nous restons prêts à mettre en œuvre tout programme, toute décision que votre Chambre rendra, parce que ce sera dans l'intérêt de la Cour d'assurer sa légitimité auprès des victimes et que les victimes voient que les institutions prennent des mesures concrètes. Merci, Madame la Présidente. La juge présidente, merci beaucoup pour votre présentation. Nous passons maintenant à la défense. Maître Taylor, par souci de temps et avec la coopération de l'accusation, nous allons siéger jusqu'à 13h15 en espérant que la défense pourra achever ses observations. Vous disposez de 45 minutes, mais si vous avez des observations ultimes après cela, nous pourrons toujours prendre quelques minutes supplémentaires au prochain volet pour pouvoir échanger avec les parties et les participants lors du dernier volet d'audience. Si cela vous convient, je vous invite à commencer vos observations et nous allons voir comment nous allons faire. Vous avez la parole, Maître Taylor. Microphone, s'il vous plaît. La juge présidente, Maître Taylor, désolé, mais je pense que nous avons le même problème. La première rangée semble avoir des problèmes. Les premiers bancs semblent avoir des problèmes techniques. Can we test the, La présidente, vous pouvez essayer la colonne du milieu, s'il y a des soucis avec la première rangée. can we try the, Essayez de la deuxième rangée. if your microphone is working? Essayez de voir si votre micro fonctionne. That works? Yes. Yes, sorry. Excusez-nous de cela, Maître Taylor devra prendre les mêmes dispositions que précédemment. Please proceed, Ms. Taylor. Veuillez commencer, Maître. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci. Je parlerai du rôle de M. Al-Hassan et l'identification des victimes. Mon collègue, Maître Balous, discutera des modalités pour un processus juste et non discriminatoire. Nous ferons référence à ces points tour à tour. Nous allons également afficher un document qui peut être affiché pour le public. Monsieur Al-Hassan est certes indigent, mais voudrait contribuer de son mieux à ce processus pour avoir un impact. Et il y a 4 modes de participation possibles pour réparer le dommage causé par ces actions. Le premier moyen, ce sont des excuses publiques. Deuxième moyen, il pourrait porter assistance volontairement aux victimes identifiées. Troisième point, une contribution volontaire au fonds au profit des victimes. Quatrième point,
Il pourrait apporter son appui de manière efficace et efficiente au processus de réparation. Ce point sera développé par mon collègue. Monsieur Al-Hassan a fait 2 excuses publiques. La première, le 17 décembre 2024, la deuxième, le 14 avril 2025. Et elles ont été diffusées largement en langue locale. Elles s'affichent maintenant en français sur vos écrans. Ces excuses n'avaient pas pour objectif d'atténuer sa responsabilité. Ce n'est pas ce que nous demandons. Pour certaines victimes, cela peut être satisfaisant, pour d'autres non, puisque le dommage, il est souffert et perçu différemment d'une personne à l'autre, se manifeste également différemment. Il a clos ses excuses en disant que les victimes de Tombouctou avaient le droit de chercher la justice à travers des processus de réparation à la CPI et peuvent choisir d'accepter mes excuses ou pas. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre ces 2 actions. Pouvez-vous afficher le document, s'il vous plaît? Evidence Channel 1. La greffière d'audience, canal évidence 1. La juge présidente, merci. La juge présidente, je vois une image, une photo qui s'affiche sur le canal évidence 1. I would suggest we continue, Ms. Taylor, and En attendant, Maître Taylor, je propose que nous avancions. Il semble avoir un problème technique. Très certainement. La complexité des événements propose une diversité d'approches aux réparations. Nous suggérons, dans le cadre de cette stratégie, de se servir des excuses de M. Al-Hassan pour réparer le dommage et prévenir que de tels événements se produisent à nouveau. Nous proposons également que ces excuses soient répercutées auprès des personnes suivantes. D'abord, les victimes. Ensuite, les individus qui ont fait de mauvais choix et sur lesquels il pourrait avoir un impact positif. Ensuite, la communauté de Tombouctou qui l'appelle à soutenir le processus de réparation. En ce qui concerne les victimes, M. Al-Hassan a utilisé une supplication spécifique dérivée du Saïd ul-Istighfar. Il a choisi cette langue parce que le prophète a décrété que c'était le moyen le plus puissant et sincère pour des excuses pour un musulman. 3 raisons principales ont été choisies. Premièrement, c'est qu'il est ancré dans sa foi. Vous devez être pleinement repentant parce que vous ne pouvez pas mentir et faire semblant devant Dieu. Monsieur Al-Hassan l'a dit, Dieu voit son cœur et saura si ses excuses sont sincères ou pas. Référence numéro 2. Deuxièmement, la supplication est faite dans une phraséologie qui juxtapose les bénédictions reçues de Dieu et le fait que la personne ait péché. Fait preuve de sa repentance, reconnaissance de son tort. Et troisièmement, il a fait référence au serment fait à Dieu de ne plus jamais répéter les mauvais actes commis. Référence 3. Alors, lorsque M. Al-Hassan s'est excusé devant toutes les victimes à qui il avait causé du tort, il l'a fait sincèrement et a fait serment devant Dieu de procéder à des réparations et ne plus jamais reproduire cette conduite. Ce sont des excuses basées sur la foi de M. Al-Hassan, mais également adressées à toutes les victimes, peu importe leur foi. M. Al-Hassan a cité dans sa déclaration que vous devez souhaiter
aux autres ce que vous souhaitez pour vous-même. C'est une déclaration qui répète le principe du respect mutuel pour les gens, pour leurs valeurs, pour les autres religions. La religion de M. Alassane est importante pour lui, mais comprend également que de la même manière que sa foi est importante pour lui, d'autres personnes peuvent avoir des perceptions différentes qui sont également importantes pour elles et qui doivent être respectées et protégées. C'est pourquoi il a reconnu dans ses excuses publiques qu'il était mauvais qu'un groupe impose des croyances étrangères, des idéologies étrangères au peuple de Tombouctou. Cela avait été mal fait. C'est également une reconnaissance publique du tort qu'il a causé et d'un engagement devant Dieu de ne plus jamais le refaire. La population de Tombouctou a souffert de manière collective d'un préjudice du point de vue religieux et c'est également important que les leaders religieux et communautaires soutiennent les propos de M. Alassane. Ceci m'amène au deuxième groupe que M. Alassane espère toucher par ses excuses. M. Alassane a partagé le parcours qu'il a vécu pour reconnaître la souffrance imposée aux victimes et espère que ce parcours trouve écho dans d'autres personnes pour éviter que cela se reproduise. Il est question ici de regarder au-delà de la peine qu'une personne a souffert, mais de considérer les autres. Il espère avoir démontré que si quelqu'un comme lui a pu parvenir à ce niveau de repentance, d'autres peuvent le faire aussi. Lorsque M. Alassane est arrivé à la CPI, il avait souffert des tortures, il avait perdu une fille, il était seul, il était effrayé, il s'était renfermé. C'est sa religion qui l'a sauvé au moment le plus sombre. Et ensuite, au moment de sa condamnation, le juge président avait spécifié que le procès n'avait rien à voir avec la charia ou la religion musulmane en général. Référence numéro 5. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité n'avaient pas été commis par l'islam. Aucun de ces crimes n'était dérivé de l'islam. C'était les résultats d'individus en particulier et de politiques spécifiques qui avaient été mises en place et appliquées par des individus. Les victimes avaient été ciblées du point de leur vue religieux par des individus et pas par l'islam. Et parce que l'islam est une religion qui prône la paix et la réconciliation entre les peuples, qui embrasse les concepts de justice et de gentillesse, il était normal que M. Alassane reconnaisse son tort et demande le pardon des victimes. C'est également la bonne chose que des musulmans comme lui s'opposent à des actes qui ne sont pas reconnus en islam, tels que le viol, le mariage forcé, l'interdiction du travail ou de l'éducation pour les femmes. Référence 6. Monsieur Alassane espère que par ces déclarations publiques, d'autres verront qu'il n'est pas tard de demander pardon. Il n'est pas tard de reconnaître le tort et le réparer. Et espère que toutes les communautés et toutes les religions à Tombouctou peuvent coexister et vivre ensemble. Ceci m'amène au troisième groupe sur lequel M. Alassane espère avoir un impact. C'est la communauté de Tombouctou. Monsieur Alassane a été reconnu comme une personne aimée dans cette chambre. Référence 7. Il appelle maintenant cette population à soutenir le processus de réparation. Il leur demande également de soutenir le droit à la justice pour les victimes, peu importe qu'elles acceptent ses excuses ou pas. Monsieur Alassane a fait une déclaration publique pour écarter toute stigmatisation dans le processus de réparation ou toute perception que
une personne qui lui était favorable ou était un soutien pour lui n'ait pas droit à la réparation. Maintenant, pour la participation au processus de réparation, des informations partagées par M. Alassane ont aidé à identifier 6 victimes non identifiées, parmi lesquelles 2 survivants, ce qui pourra faciliter leur accès au processus de justice et de réparation. Nous pensons qu'il est approprié que la Chambre se réfère à cette assistance volontaire pour souligner l'importance du droit à la vérité et à l'accès à la justice comme des composantes clés d'un processus de réparation généralisé. Le droit à la vérité et le droit de connaître l'identité et l'emplacement des victimes est entériné dans les processus de base des Nations Unies pour les réparations. Référence numéro 8. Exemple de mise en œuvre de ce processus peut être trouvé dans la juridiction spéciale pour la paix de Colombie, où les auteurs peuvent se porter volontaires pour identifier et localiser des victimes. Référence numéro 9. Les actions de M. Alassane étaient conformes à ses principes et à ses précédents. Ces personnes ont été toutes nommées publiquement dans le jugement de première instance. Il n'y a donc aucune question de mesure de protection. 3 individus étaient déjà connus de la défense et la défense n'a pris de mesures pour localiser les autres individus qu'après que la section de participation des victimes et réparation a d'abord confirmé qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Il s'agissait donc également d'individus qui n'avaient pas encore été identifiés et n'aurait pas été identifié sans l'aide volontaire de M. Alassane. M. Alassane a également exprimé sa volonté d'aider la section de participation des victimes et des réparations de la manière qu'elle jugera utile en ce qui concerne toutes les autres 49 victimes nommées mais qui n'ont pas encore été localisées. Référence numéro 10. Nous faisons valoir en outre qu'il serait utile de faire référence à cette contribution volontaire dans l'ordonnance de réparation pour les raisons suivantes. D'abord, l'aide directe de M. Alassane est une indication très concrète de son soutien à ce processus et au droit des victimes de se manifester. C'est une action de plus qui peut aider à éliminer la stigmatisation et à promouvoir la sécurité de ce processus. Deuxièmement, cela peut également encourager d'autres défendeurs dans d'autres affaires à envisager de faire des contributions similaires à l'appui du droit à la vérité. Cela m'amène à la 3e contribution, à savoir que M. Alassane souhaite apporter une contribution volontaire au fond au profit des victimes, en dépit de sa qualité d'indigent. À cette fin, il a proposé d'économiser de verser 164 000 francs CFA sur ses fonds personnels au quartier pénitentiaire afin que cette somme soit utilisée comme la Chambre le jugera le plus approprié. C'est l'équivalent de 17 semaines de revenus pour M. Alassane et cela peut couvrir le coût d'une vache ou d'un montant financier symbolique pour les victimes directes. Nous avons demandé l'avis du fonds au profit des victimes sur la question de savoir s'il serait plus utile de verser une contribution volontaire immédiate, distincte de l'ordonnance de réparation ou dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance. Pour sa part, le fonds a indiqué qu'il était favorable à ce que ces fonds soient utilisés pour le paiement de l'ordonnance de réparation. Ce serait la première fois que cela se produirait dans l'histoire des réparations ordonnées par la Cour. En ce qui concerne l'allocation proposée, M. Alassane avait suggéré dans notre dépôt du 16 juillet 2025 que sa contribution pourrait s'inscrire dans le cadre d'une cérémonie symbolique organisée par le Fonds au profit des victimes. Par exemple, des moutons pourraient être distribués comme nourriture à l'occasion d'une fête comme la Tabaski ou le Mawloud, l'anniversaire du prophète. L'idée derrière cela était de montrer son soutien au processus de réparation et aussi de souligner l'importance de respecter les croyances locales concernant de tels festivals. Nous savons aussi que dans d'autres affaires, les ordonnances de réparation ont prévu des montants symboliques
octroyés aux victimes en reconnaissance du préjudice causé et des souffrances subies. Références 13 et 14. Nous nous en remettons à la Chambre et offrons au profit des victimes en ce qui concerne la meilleure façon d'utiliser ces fonds. J'en arrive maintenant à la question plus complexe du nombre de victimes directes, y compris pour le crime de persécution religieuse. Tout le monde semble s'accorder sur le fait que puisque le crime de persécution visait la communauté de Tombouctou en tant que telle, l'identité collective de Tombouctou a subi un préjudice communautaire qui devrait être reconnu et réparé. La défense fait valoir ou soutient la position selon laquelle les réparations communautaires devraient s'attaquer aux formes intersectionnelles de préjudice et donner la priorité aux groupes vulnérables au sein de la communauté. Nous suggérons que l'approche du traumatisme indépendant dans l'addendum aux réparations de Ntaganda fournit un cadre solide pour reconnaître et réparer le préjudice causé par des crimes que M. Alassane n'a pas commis. Je vous renvoie à la référence numéro 15. Dans l'affaire Ntaganda, la Chambre a accepté le témoignage d'experts selon lequel l'exposition passée à un traumatisme peut rendre les victimes plus vulnérables à des souffrances futures et peut également aggraver la façon dont la victime vit de telles souffrances à l'avenir. Ainsi, même si M. Lubanga n'était pas responsable du traumatisme préexistant causé par le conflit précédent en RDC, ce traumatisme préexistant était pertinent pour les réparations car il a eu un impact sur la façon dont les victimes ont vécu les crimes commis par Lubanga. Dans l'affaire qui est devant vous, M. Alassane a été acquitté de tous les crimes concernant les violences sexuelles et sexistes. La juge Akane a en outre conclu que ces crimes ne relevaient pas de l'objectif commun, ne satisfaisaient pas aux éléments chapeaux des crimes contre l'humanité et ne pouvaient pas non plus être considérés comme des actes de persécution sous-jacents. Référence numéro 16. Néanmoins, le fait que des victimes aient subi des violences sexuelles et des crimes fondés sur le genre aurait eu une incidence sur la manière dont elles ont vécu le tort collectif de la persécution. Il y a donc lieu de hiérarchiser les programmes visant à réparer un tel préjudice dans tout programme de réparation collective pour persécution, sans imputer la responsabilité à M. Alassane. Il en va de même pour les segments de la communauté historiquement discriminés. La notion de communauté peut également inclure les générations futures affectées par les préjudices, les enfants qui sont morts en bas âge et ceux qui ne sont jamais nés, les fausses couches causées par le stress psychologique ou le manque d'accès à des soins appropriés. Ce sont des points d'accord. Là où il y a des accords, il s'agit alors de savoir si le fait que la communauté de Tombouctou ait subi un préjudice signifie que chaque membre de la communauté peut être considéré comme une victime directe à part entière. Pour notre part, puisque l'avis de la juge Akane ou que l'avis de la juge Akane est un point de référence pour les paramètres de persécution, ces positions signifient que tous les habitants de Tombouctou ne peuvent pas être considérés comme des victimes de persécution directe et que toutes les victimes de persécution ne peuvent pas être considérées comme des victimes de M. Alassane. Alors que la section du jugement de première instance sur la persécution fait référence à une majorité des juges Prost et Mindoua, cette majorité est devenue minoritaire en raison de l'acquittement complet du juge Mindoua par l'application de la défense de contrainte. Comme l'a expliqué la juge Akane dans son avis, elle définit en fin de compte la portée de la condamnation pour persécution. Référence numéro 17. Dans son avis, la juge Akane a énoncé deux caractéristiques fondamentales du crime de persécution. La première découlait de l'élément de connexion et la seconde, les limites de la responsabilité personnelle engagée par M. Alassane. En ce qui concerne l'élément de connexion, la juge Akane a conclu qu'en vertu du statut de Rome, il est nécessaire d'avoir un lien entre la privation de droit et un crime spécifique.
Elle a en outre conclu que ce lien n'était satisfait qu'avec un degré suffisant de précision et d'information en ce qui concerne l'acte criminel qui sous-tend les condamnations de M. Alassane sous les chefs 1 à 5 et 14, référence 18. Concrètement, cela signifie que le fait qu'une personne ait été présente à Tombouctou en 2012 et qu'elle ait souffert d'une grave privation de droit ne suffit pas pour en faire une victime du crime de persécution. La juge Akane a en outre limité la responsabilité de M. Alassane pour le crime de persécution à l'article 25.3d du statut. Bien que ce mode de responsabilité ne soit pas pertinent quant à l'étendue de sa responsabilité à l'égard de la réparation des dommages, il est pertinent quant à la portée des déclarations de culpabilité. En effet, la Chambre de première instance a expressément conclu que l'article 25.3d pénalise les contributions à des crimes spécifiques. L'article 25.3d n'entraîne pas une imputation réciproque des actes des membres du groupe. Fin de citation. Référence 19. En conséquence, même si le groupe visait l'ensemble de la population de Tombouctou, les condamnations prononcées à l'encontre de M. Alassane en vertu de l'article 25.3d étaient fondées sur des incidents spécifiques auxquels il a été reconnu coupable d'avoir contribué. Dans une affaire comme Ongwen, où l'accusé a été condamné en tant que coauteur indirect et ayant engagé ses responsabilités individuelles pour diverses attaques sur la base de ses actions, mais celles du groupe aussi, la situation est différente en l'espèce. La Chambre a pu identifier des incidents et des victimes liées à la contribution de M. Alassane et l'a fait en annexe à son jugement. Cela signifie que les mêmes victimes directes, les victimes sous les chefs 1 à 4 et 15, étaient aussi les victimes de crimes de persécution pour des motifs religieux. Le fait que la communauté ait subi un préjudice collectif ne signifie pas aussi que tous les membres de la communauté constituent des victimes directes. Comme cela a été expliqué dans l'affaire Ntaganda, les réparations collectives sont différentes des réparations individuelles. Le premier type de réparation, à savoir collectif, profite à un groupe dans son ensemble, alors que le deuxième profite à des personnes à titre individuel. Référence 20. Dans le contexte de l'affaire qui nous intéresse, si les victimes bénéficient de réparation en tant que membres de la communauté et non pas en leur qualité individuelle, les régimes de réparation collective n'éliminent pas les droits individuels et les droits à être reconnus en tant que victime directe et à bénéficier de réparations complètes dans le cadre de procédures futures. A l'inverse, si la Chambre devait estimer que tous les membres de la communauté de Tombouctou est une victime directe, cela se traduirait par une ordonnance de réparation qui inclurait des victimes directes qui ont été expressément exclues dans la déclaration de condamnation de M. Alassane et la peine qui lui a été imposée. Et c'est justement ce qui a été prévu par la Chambre d'appel dans les réparations Lubanga, dans son arrêt relatif aux réparations Lubanga, en date du 3 mars 2015, paragraphe 212 à 214, référence 21. Dans cet arrêt, la Chambre d'appel a expliqué que lorsqu'un groupe de victimes a souffert de préjudice en tant que communauté, les réparations ne devraient pas être formulées d'une manière qui impute la responsabilité à l'accusé pour des victimes au sein d'une communauté qui déborde du cadre de la condamnation. Dans le cadre de l'affaire qui nous intéresse, la Chambre de première instance a expressément reconnu dans sa décision portant condamnation que la responsabilité de M. Alassane pour les persécutions ne comprenait pas la violence sexuelle et les victimes de mariage forcé. Elle ne comprend pas non plus les crimes commis indépendamment par la Hezba. Pour décrire
de telles personnes en tant que victimes directes de M. Al-Hassan, ce serait élargir la portée de sa responsabilité. Les mots ont leur sens. Le terme victime directe suscite une perception de culpabilité dans les yeux du public. La jurisprudence de la Cour signifie que ces termes ne peuvent pas être utilisés s'agissant des crimes pour lesquels M. Al-Hassan n'a pas été condamné. Mais la situation n'est pas nouvelle. Vous ne créerez pas de précédent, vous allez simplement vous conformer à la jurisprudence établie de cette Cour, puisque cette question a été soulevée dans toutes les affaires qui en sont arrivées au stade de réparation. Et dans chacun de ces cas, les juges ont expliqué qu'ils ne peuvent pas reconnaître les victimes directes en dehors du cadre des crimes reconnus expressément dans le jugement portant condamnation. Je fais référence aux références 22, 23, 24 et 26. Comme cela a été expliqué dans l'affaire Ntaganda, la CPI est une cour de dernier ressort liée par le principe des complémentarités. Elle ne peut assumer la responsabilité de réparer le tort causé à toutes les victimes de tous les crimes. Référence 27. Et avec tout le respect que nous avons pour le Conseil représentant les victimes, les choix stratégiques de l'accusation dictent la portée des réparations. La procédure de réparation n'est pas un forum pour amender le statut de Rome et il n'appartient pas à la Cour, en tant que Cour de dernier ressort, de devenir une Cour des droits de l'homme. Nous appuyons pleinement le droit des personnes d'être assistées par le mandat d'assistance du Fonds au profit des victimes. Nous soutenons également pleinement leur droit de participer à des programmes de réparation collective et de faire en sorte que leurs expériences spécifiques de souffrance soient reconnues à titre collectif et prises en compte dans ces programmes. Ma collègue, Maître Beaulieu-Lucé, abordera cette question plus en détail. Et bien que nous n'ayons pas pris de position sur la définition des victimes indirectes, nous notons cependant que ce concept pourrait englober les formes multiformes de préjudice collectif qui existaient en 2012. Pour ceux qui sont restés et ceux qui ont fui, ceux qui ont vu des exactions dans la rue et ceux qui se sont cachés à l'intérieur. Des vidéos sur les châtiments ont été circulées à grande échelle à Tombouctou et dans les camps de réfugiés. Et pour limiter la leçon de ceux qui ont été témoins de crimes en personne, pour ne pas en faire, pour éviter de faire une distinction arbitraire entre ceux qui sont restés à Tombouctou et ceux qui pouvaient se circuler librement. Nous demandons donc à la Chambre d'accorder une attention particulière à la manière dont son ordonnance de réparation sera formulée, afin de s'assurer que l'apparence publique et la compréhension de la responsabilité de M. Al-Hassan par le public soient compatibles avec les limites clairement établies dans le jugement de première instance. Merci. Je cède la parole à ma collègue, Maître Beaulieu-Lucé. Good morning. Bonjour, Madame la Présidente. J'en ai pour environ 15 minutes à m'adresser à la Chambre, le temps qui reste à la défense. Est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne, qu'on poursuive ou qu'on reprenne après la pause? Je suis à votre disposition. La juge présidente, je pense qu'il serait plus judicieux de faire la pause maintenant et vous commencerez alors plus tard et vous aurez 15 minutes sans interruption. Je ne voudrais pas vous interrompre à un moment inopportun. Donc, après la pause, nous entendrons vos observations. Nous allons reprendre à 14h40 pour respecter la pause d'1 heure et demie. Je pense que mon calcul est juste, à moins que
On me corrige. Très bien, nous allons faire la pause et reprendre à 14h40.